Madame Moussa Yoruba. Et je suis journaliste activiste des droits de l'homme. Je suis mariée et mère de 4 enfants. J'adore le combat surtout pour le respect des droits de l'homme, l'émancipation des femmes. J'ai fait les sciences sociales au lycée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Et donc ça a commencé au collège, presque le micro. Faire passer le petit journal au matin, chaque matin autour du banc, parce que le rêve était là. J'avais ma petite radio à la maison pour enregistrer les éditions d'information et venir passer l'info le matin. Donc après le lycée, on m'a orientée à l'université Julius Nyerere de Kankan. Malheureusement pas en journalisme, parce que je voulais vraiment faire le journalisme ici. Mais on m'a orientée en sciences sociales à Kankan, à l'université de Kankan. Et c'était vraiment un choc pour moi, parce que ce n'était ni mon premier choix, ni mon deuxième choix, ni d'ailleurs mon troisième choix. Mais bon, j'y suis allée avec la volonté de bien travailler, parce qu'il paraît que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut, mais la grandeur de la personne dépend de ta façon de reprendre la vie et de refaire les choses selon ce que tu veux réellement. Donc je suis arrivée à l'université de Kankan, je suis restée à faire les sciences sociales comme tronc commun en première année. En deuxième année, j'ai fait les sciences humaines. Après, on nous a orientés en linguistique. En linguistique, pourquoi? Parce que c'est les sciences du langage. Ça se rapproche beaucoup plus au journalisme que je voulais vraiment faire. Alors, j'ai fait linguistique. C'était pas facile, hein? La linguistique, c'est un peu comme les sciences exactes. C'est une option un peu compliquée. Alors, on l'a faite. Dans notre classe, on n'était que 6. Alors qu'en sciences sociales, en première année, on était près de 300. Donc, on a fait linguistique après l'université de Kankan. Bien entendu, vu que mon rêve était de faire journalisme, j'ai continué dans la presse universitaire. On était au nombre de 5 avec des garçons. J'étais la seule fille dedans, heureusement. Monsieur Amadou Diouf de Diallo du journal des sports de la RTG m'a repéré là-bas. Une fois, il était parti à l'université. Il y avait une rencontre interuniversitaire. La finale se jouait à Kankan. Alors pour la finale, on faisait le reportage. Il m'a repéré, il m'a dit tiens, ce n'est pas mal, à la fin de tes études, tu peux venir, on t'offre le stage au service des sports à la RTG, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font le reportage sportif surtout. Alors après les études, je suis venue comme ça. J'ai commencé à donner des cours de français. Parce qu'on m'a dit, on m'a conseillé de le faire, ça aide à forger le langage, la communication, parce que tu fais des recherches et tu fais beaucoup de lectures, parce que tu es obligé de faire réellement des recherches pour venir t'arrêter devant 80, 100 élèves pour pouvoir leur parler, leur inculquer quelque chose. Alors parallèlement au cours de français que je donnais, j'ai fait un stage de 9 mois à la RTG. Et après cela, bien entendu, c'était très difficile à la RTG, comme vous le savez. Surtout quand on voit une jeune personne qui arrive avec la fougue qu'il faut et tout. Ce n'était pas facile, le chemin n'était pas réellement défriché, il y avait des hostilités. Ce qui a fait que je tapais à d'autres portes pour trouver d'autres opportunités, ce qui n'a pas tardé à venir. J'ai eu un emploi à Aideaction. Aideaction, c'est une organisation internationale qui s'occupe de l'éducation. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites en Guinée, à Afria, à Télimélé, à Mali, beaucoup d'autres villes de la Guinée qui ont profité vraiment des infrastructures de cette organisation. Alors j'ai travaillé là un moment. Et après, il y a eu le mariage, ça a un peu compliqué les choses, les maternités. Ça a été un peu un coup dur pour moi, parce que c'était difficile d'allier ce travail d'animatrice communautaire. L'animation communautaire, il faut aller sur le terrain. J'ai arrêté l'animation communautaire, je suis revenue à l'enseignement. Et puis, quelque temps après, je me suis dit qu'il fallait pas abandonner ma passion de tous les jours. Et il y a un ami, Sorel, qui est à la RTG, qui m'a encouragé réellement à reprendre le micro. Voilà, et je suis revenue au journalisme, notamment à Familia FM, à Planète FM et aujourd'hui à Espace FM. Voilà.
Beaucoup de contraintes. Les contraintes sont de tous les côtés, il faut dire. Contraintes familiales, contraintes au boulot, parce que vous avez des obligations de résultats un peu partout. Au service, vous êtes soumis à certaines contraintes qu'il faut respecter, à des résultats qu'il faut produire. Mais en même temps, la plus grande contrainte, c'est celle familiale. Parce que quand vous êtes marié, vous avez des obligations vis-à-vis de votre mari. C'est des droits et des devoirs, bien entendu. Vous avez le droit de travailler, parce que vous avez étudié, vous avez été formé pour ça, vos parents vous ont mis à l'école, mais aussi, quand vous vous mariez avec une personne, il y a des contraintes, vous devez faire des choses, faire en sorte que la personne ne croit pas que c'est votre boulot qui prime sur votre vie conjugale. Parce qu'il faut pouvoir allier les deux. Sinon, si vous saviez que les deux ne pouvaient pas marcher ensemble, le mieux serait de ne pas se marier et se focaliser uniquement sur le boulot. Donc, je me bats du mieux que je peux. C'est pas facile, tel que vous l'avez dit. Vous savez que parfois on peut sortir, se réveiller à 5 h du matin, sortir à 6 h alors qu'il y a des enfants à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser. C'est une question d'organisation. Par exemple, préparer les enfants le soir, les sacs, les chaussures, tout ce qu'il faut mettre dans le sac, le préparer la nuit et se réveiller très tôt, se réveiller à 5 h parce que déjà, quand on se réveille à 5 h, ça nous permet de faire tout ce qu'on peut faire, que les enfants prient, qu'ils fassent leur toilette, qu'ils se préparent, qu'ils prennent le petit déjeuner avant de partir. Mais bien entendu, c'est plus facile ici en Afrique qu'ailleurs, en Occident. En Afrique, on a la chance parfois d'être appuyé de trouver une bonne facilement ou bien d'avoir une soeur, une cousine qui nous aide à la maison. Ça facilite un peu plus les choses. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être là, que le mari sente qu'on est là, que les enfants sentent qu'on est là. Voilà pourquoi il faut faire certaines choses nous-mêmes et ne pas passer la main à chaque fois à une autre personne. Et du côté du boulot, bien entendu, ça fait moins de sommeil pour la femme parce que même quand vous rentrez tard le soir, il y a des choses qui vous attendent. Moi, par exemple, les enfants, les cahiers, les devoirs, ça c'est une habitude que j'ai prise depuis le début. Je ne peux pas m'empêcher de vérifier les cahiers des enfants tous les soirs et les devoirs, je les fais avec eux. Bien entendu, dans les sciences exactes, puisque mon mari a fait les maths, et quelquefois il aide beaucoup plus les enfants dans ce sens-là, mais tout le reste, je le fais avec les enfants, les révisions quand ils vont au lit. Les petites choses que je n'ai pas pu faire la journée pendant que j'étais au boulot, j'arrive à les faire avant de me coucher, ce qui fait que quelquefois je peux veiller à faire des choses jusqu'à minuit, 1 h du matin avant de me coucher et me relever à 5 h du matin. Une journée durant laquelle je suis juste maman, parce que je suis à la maison. Je me réveille tôt avec les enfants et ils sont très heureux quand je suis à la maison. J'ai ma toute dernière qui me demande parfois chaque matin quand je lui dis que je ne vais pas travailler, elle saute de joie. Elle est très contente quand je suis là. Donc je me réveille avec les enfants. Quelquefois je vais au marché. Je reviens après leur petit déjeuner parce qu'ils vont aussi à l'école coranique le jour où ils ne vont pas à l'école parce que c'est le plus souvent les week-ends que je peux rester à la maison faire des choses. Donc pendant que je les prépare, après avoir fini de les préparer le matin, le petit déjeuner, ils sortent, ils vont à l'école coranique, je suis là, je peux faire la cuisine pour eux. Je fais généralement les mets qu'ils aiment quand je suis à la maison. Et quand ils reviennent, en fait, tu n'as pas le temps de faire autre chose que de t'occuper d'eux. Par exemple, quand ils rentrent, mettre ce qu'ils doivent manger, voir est-ce qu'ils ont pris leur bain, peut-être les aider à faire des devoirs ou bien mettre des films pour eux, quelquefois sortir pour les aider un peu à se divertir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lieux ici, mais quelquefois on le fait le week-end. Les amener à des endroits pour se réjouir un peu ou bien les faire sortir. Et s'occuper un peu du mari aussi, être avec lui à table, faire le plat qu'il préfère parce que vous ne pouvez pas le faire tous les jours vu les occupations, mais quand vous pouvez le faire, il faut le faire, qu'il sache que oui, aujourd'hui madame est à la maison. Je leur dirais de prendre courage, c'est pas facile, il faut le dire. C'est pas parce que elles ne peuvent pas le faire, mais c'est un manque d'appui, de soutien ou de sursaut, je veux dire, un certain courage. Parce que c'est arrivé à tout le monde, tel que je vous l'ai dit. Moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu un boulot à cause de ça. Mais c'est après, instinctivement, que je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas abandonner. Il faut que tu puisses allier les deux et il faut que ces personnes puissent parler avec leur conjoint. Surtout, c'est une question de symbiose, une question de compréhension.
qu'elles puissent savoir qu'elles peuvent apporter un plus en travaillant au foyer, parce que si la femme ne travaille pas, tout le poids de la famille repose sur le mari. Il faudrait que lui, il sorte, qu'il trouve tout ce qu'il faut pour la femme, pour les enfants, pour la famille. Vous savez, en Afrique, on ne travaille pas que pour soi. Il y a la famille aussi le plus souvent. Et le mari ne peut pas jouer tout ce rôle-là. Donc il faudrait que la femme aussi apporte son plus au développement de la famille. C'est une question de développement personnel, une question d'exemple qu'on peut donner à ses enfants. Parce que quand les enfants voient que la femme, même la maman, se bat, ça leur donne le courage de se dire que oui, il n'y a pas de place, dans la vie, il n'y a pas de place pour la paresse, pour l'oisiveté. Il faut faire quelque chose. Parce que je me suis réveillée, j'ai trouvé que oui, ma maman travaille, mon papa travaille, donc mes parents travaillent, je ne peux pas rester à ne rien faire. C'est une question d'exemplarité. Il faut donner l'exemple à la famille, il faut que ces femmes sachent que oui, on peut faire quelque chose, on peut faire un travail tout en étant mère de famille. Alors je le disais tantôt, c'est surtout les week-ends que j'ai le temps de le faire. Et je suis là les week-ends, je fais du mieux que je peux, j'oriente les choses, je guide les enfants, je m'amuse avec eux. Ça fait plaisir de pouvoir passer du temps parce que parfois, vous l'avez, avec le travail que nous faisons, la pression, les obligations de résultats, la pression sociale, et je ne l'ai pas dit au début, je suis présidente d'une organisation féminine. Il y a le besoin de la communauté, de la population, les gens qui ont besoin que vous apportiez votre aide. Il y a cela aussi, quelquefois dehors, c'est difficile, en plus des contraintes que vous pouvez avoir en famille. Mais malgré tout ça, les week-ends, je trouve le temps d'être là, de jouer ce rôle-là, parce qu'il ne faut pas abandonner. Quand vous produisez moins de résultats au service, ce n'est pas bon. Ça vous permet de baisser en grade ou de baisser en cote. Et dans la famille, quand vous baissez les bras, c'est soit l'éducation des enfants qui est bradée, soit le couple qui tangue. Donc il faut savoir être assez forte en tant que femme pour tenir en tout cas l'équilibre, le juste équilibre, pour ne pas que ça tangue d'un côté. Je crois foncièrement en moi, à mes idées. Il y a toujours des obstacles dans la vie, que ce soit au service, que ce soit au foyer, parce qu'une vie dans laquelle tout est rose ne dure pas, comme on le dit le plus souvent, tout n'est jamais rose. Il faut toujours des difficultés, il faut toujours des problèmes dans la vie, et c'est tout ça qui agrémente la vie. Et avec le courage, avec la zen attitude, la positivité dans la tête, on se dit que oui, il y a toujours des obstacles, et c'est ce qui fait de vous d'ailleurs une personne d'expérience. Quand vous obtenez tout comme sur un plateau d'or, c'est pas ça l'expérience. L'expérience, c'est la façon, c'est comme les exercices qu'on donne en classe. C'est à force de se creuser la cervelle, à force de réfléchir, de faire un sujet de dissertation, ça vous donne de l'expérience et ça fait de vous une personne cultivée, une grande personne. Ainsi va la vie aussi. Il y a des difficultés, vous pouvez entamer un projet et qu'il y ait par exemple un blocus par rapport au financement, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Ce n'est pas un seul bailleur qui existe dans la vie. Donc reprenez le projet, repartez ailleurs, voyez d'autres personnes, tapez toujours à d'autres portes. Il ne faut jamais se décourager parce que si tu te décourages, tu tues tous tes projets, tu ne regardes pas loin et tu décourages d'autres personnes pour qui tu es normalement un modèle. Donc il faut avoir la zen attitude, l'esprit positif, se dire que oui, si j'ai échoué ici, c'est une expérience de plus pour moi, que je pourrais raconter à une personne qui peut-être pourrait éviter de passer par ce chemin et utiliser un autre qui pourrait lui permettre de réussir. Il n'y a pas de secret à proprement dit, c'est juste savoir s'organiser. Savoir que dans la vie, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en même temps. Et surtout dans le foyer, avec le mari, vous êtes choisi sur une base de choses que vous vous êtes dites, sur une base de promesses. Il y a tellement de femmes et c'est vous qui l'avez choisi et pourquoi, vous le savez. Et il faut surtout essayer de maintenir cette confiance-là. Que, en tout cas, la déception ne vienne jamais de vous et savoir que la vie conjugale est faite de haut et de bas. Il y a toujours des problèmes, il y a des coups bas, il y a des déceptions. Mais savoir être assez forte pour tenir, savoir maintenir l'homme dans cette, en tout cas, situation que vous avez pu instaurer au début. Instaurer un climat de confiance, un climat d'entente.
un climat de partage. Parce que, vous le savez, le plus souvent, les hommes, il faut le dire aujourd'hui, il y a une certaine facilité dans la vie. Les femmes sont plus nombreuses, si vous l'avez remarqué. Et ça a tendance à rendre les hommes plus faciles. Mais ça dépend de quelle femme il y a à la maison, ça dépend de votre confiance en vous, ça dépend de ce que vous êtes par rapport à l'homme. Si vous avez, comme on appelle, réussi à garder quelque chose en vous qu'il ne peut pas oublier, il va aller se promener, il peut faire des tas de choses, mais il reviendra toujours vers vous parce qu'il y a ce quelque chose que vous avez réussi à mettre entre vous. Chez moi, c'est que j'ai réussi à instaurer un climat de confiance. J'ai réussi à ne pas me prendre la tête malgré la situation dans laquelle je suis et dire par exemple que oui, j'ai étudié, oui, aujourd'hui j'ai la chance de voyager et de rencontrer des personnalités ou de faire certaines choses, je reste la même. Je reste la même à la maison malgré tout. Et je sais que je suis une femme, je suis une mère et que j'ai des obligations et que la vie de toutes les façons, c'est une passerelle. C'est un bout de temps et puis c'est fini. Donc vous vous dites que oui, il y a des personnes qui font espoir sur vous. Le mari il peut être... En Afrique, on dit que l'homme est le chef de la famille. Mais le plus souvent, on le dit, le mari peut être là, de façade, il protège la famille, il fait des choses. Mais quand il a une femme forte qui l'accompagne, qui lui donne les conseils qu'il faut, qui lui dise réellement les bonnes choses à faire, la famille s'émancipe et elle grandit malgré les balbutiements, les erreurs, et elle va de l'avant. Quand je suis fâchée, je pense à un conseil que mon père m'a souvent donné. Il me dit que la colère est le plus grand ennemi de l'homme. Alors j'essaie de me calmer parce qu'il ne sert à rien de se fâcher. Quand vous vous fâchez et que vous prenez une décision, le plus souvent c'est une mauvaise décision. Il faut se calmer et se dire que c'est des choses qui peuvent arriver et ne pas agir sur un coup de tête. Je n'agis jamais sur un coup de tête. Je sais me calmer, prendre mon temps avant de réagir. Mes problèmes de couple ne peuvent pas se déporter au bureau parce que je me dis que ce qui se passe à la maison reste à la maison. J'ai des amis, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux avec qui je peux parler le plus souvent, qui peuvent à me voir comprendre certaines situations, mais mes problèmes de couple ne se transportent pas au bureau. Le bureau, c'est le bureau. Quand tu vas là-bas, c'est pour travailler. Les gens ne doivent pas savoir. Ça fait partie des qualités aussi d'un bon employé. Savoir gérer les problèmes, savoir gérer le stress, savoir se mettre au-dessus des choses. Les problèmes de couple se résolvent à la maison et au boulot, quand vous partez, c'est pour travailler. Non. Ça n'est pas arrivé, je ne souhaite pas que cela m'arrive. C'est vrai que je sais être très calme, être très posée quand il y a des situations. Quand j'ai des choses qui me pèsent sur les épaules, je me tais, je suis tranquille dans mon coin. Quand vous me demandez quelque chose, je vous dis juste ce qu'il faut, mais je ne reporte pas mes problèmes sur les autres. En fait, je ne dirais pas que c'est un mot, une expression, c'est quand ils commencent à se moquer les uns des autres. Le plus souvent, ils ont instauré quelque chose le matin. Quand ils vont à l'école, ils me font un petit câlin. C'est la Benjamine en fait qui les a habitués à ça. Quand elle vient, elle me serre, elle me fait des bisous. Et une fois, le grand garçon, vous savez, les garçons quand ils commencent à grandir, ils s'éloignent un peu plus, ils font pas trop de câlins et tout. Une fois, les jeunes frères, ils ont fait les câlins, ils voulaient partir. Après, ils se sont arrêtés, ils regardaient leur grand frère. Il était un peu hésitant. Après, il y a la petite qui dit, si c'était l'autre fille, là, tu n'allais pas hésiter. Après, il regardait avec de gros yeux, tous les autres ont éclaté de rire. Je lui ai dit, attends, elle parle de quelle fille? Maman, tu ne vas pas l'écouter? Tu ne vas pas l'écouter. En fait, c'était un peu drôle parce que je me dis qu'il n'a que 12 ans. Il n'a que 12 ans, mais vous le savez comme ça se fait, les enfants, chacun peut s'amouracher d'une petite fille ou d'un petit garçon. Et on le fait le plus souvent, mais c'est adorable d'avoir les enfants à la maison. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est la pression qu'il y a derrière quand vous sortez.
Vous partez travailler, c'est vrai, vous savez que vous devez produire des résultats là-bas, mais vous savez qu'il y a des gens qui vous attendent. Et vous savez que oui, forcément, il faut revenir peut-être après le service, trouver un petit cadeau, trouver quelque chose à ramener à la maison, c'est cette pression. Et quand je rentre à la maison, c'est l'accueil des enfants. Et quand je rentre et que je klaxonne, c'est comme si ils savaient que c'est moi. Je ne sais pas comment ils font la différence, mais ils courent tous les uns après les autres pour aller ouvrir la porte, le portail. Et j'ai du mal à descendre de la voiture. D'aucuns prennent le sac, d'aucuns et maman, qu'est-ce que tu nous as ramené? C'est ce plaisir-là de savoir que oui, quand tu rentres à la maison, il y a un accueil chaleureux, les enfants ils sont là, ils attendent, quel que soit le temps que tu passes dehors. C'est agréable d'être maman cadre. Une femme, je me dis que c'est la même chose. Cette maman cadre est parfois mère au foyer. Mère au foyer, c'est le travail le plus difficile sur Terre. Ce que je suis fière de l'être. Je choisirais la même chose. Mais quand je voudrais vraiment apporter cette touche-là, les mères au foyer, les femmes au foyer. Imaginez, quand la femme va au bureau pour travailler, tu fais travailler la tête, tu produis, tu écris sur des paperasses, tu fais des choses. Mais les femmes qui restent à la maison, parfois au bureau on est assis, il y a le climatiseur et tout. Mais ces femmes qui restent au foyer le plus souvent, j'ai des amis qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont à la maison. Je ne sais pas si une femme cadre peut faire tout le travail que ces femmes-là font à la maison. Elles sont debout du matin au soir et jusqu'à des heures tardives. Elles font le ménage, elles font la lessive, elles font tout le travail qu'il faut. Et vous rentrez à la maison, le mari rentre à la maison, parfois tout est clean, malgré tout, vous savez comment ça se passe le plus souvent, les hommes trouvent toujours quelque chose à redire. Si tout ce travail que ces femmes-là faisaient était payé, elles seraient les plus riches au monde. Rester tranquille, rester maîtresse de mes sentiments. La maturité m'a apporté cela. Ne pas réagir au coup par coup. Ouais. Ce qui peut me traverser l'esprit, c'est de le laisser se calmer. Parce que, on le dit le plus souvent chez nous, en Pulaar, que ce sont deux bras qui s'affrontent, qui peuvent faire en sorte qu'il y ait fracture quelque part. Alors quand lui il est fâché, il est énervé, je suis tranquille. Par exemple, s'il est énervé, qu'il veut crier, je le laisse exprimer ce qu'il ressent. Et le plus souvent, c'est lui qui revient vers moi pour demander pardon. Parce que quand tu te fâches, tu insultes, tu dis des choses et que la personne ne réagisse pas, ben ça pousse à réfléchir. J'ai appris à gérer cela, j'ai appris à me calmer, à gérer toutes les personnes qui sont en face de moi, surtout avec mon mari, parce que 10 ans d'expérience conjugale, ça vous forge forcément. Ça vous apprend à gérer les choses, à vous calmer, à ne pas réagir au coup par coup, et puis c'est ça. Ouais. C'est une longue histoire qui a commencé à l'université. Je me moquais de lui à l'université parce que je ne pouvais jamais imaginer qu'il puisse être mon époux, il faut le dire. On s'est rencontrés quand on m'a orienté à Cancan. Il était avec un de mes cousins. Alors quand mon cousin a appris que je venais là, ils m'ont réservé une place au campus universitaire. C'est parti de là, on était de très bons amis. Et chaque matin, il nous envoyait le petit déjeuner qu'on allait acheter à la cantine, le pain, je veux dire. On partait souvent en groupe, lui, sa copine, moi, mon cousin. On partait en groupe ensemble en boîte à la plage. Mais on ne pouvait jamais imaginer qu'on puisse se marier. Bon, moi, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais lui, il avait déjà ça en tête. Il a fini avant moi, il nous a laissés à l'université. Quand il est venu, il a voyagé. C'est depuis là-bas qu'il m'a appelé pour me dire qu'il voulait me marier. Je lui ai dit, tu es fou. Je lui ai dit ça au téléphone. Parce que je me moquais de lui, il était comme ça, tellement mince. Mais c'est pas possible, tu ne peux pas. Mais bon, avec le temps, mes copines qui m'ont encouragée, je l'appréciais, je l'aimais beaucoup. Bon, quand je dis je l'aimais bien, à l'université en tant que garçon qui se battait, il était vraiment un vaillant garçon qui se battait, qui n'avait pas beaucoup de soutien, mais qui était toujours major de sa promotion. Et je l'appréciais en tant que tel, mais je ne pouvais pas imaginer. Mais avec le temps, les choses sont venues. On s'est mariés.
Et ça va, ça a marché.